Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Nous avons évoqué naturellement la campagne présidentielle, mais d'abord un mot sur cette interview d'Olivier Véran accordée à nos confrères du Parisien. Il évoque la menace nucléaire dans le conflit en Ukraine, il répond à une question et il explique que la France a assez d'iode pour couvrir tous les besoins de la population. Est-ce que cette phrase vous suffit? Est-ce que vous avez des doutes sur la préparation de notre pays pour affronter un scénario de ce type qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques mois? Je pense que on ne peut pas l'imaginer non plus. Ceci étant, le rôle de l'État, c'est effectivement d'anticiper. Simplement, les pastilles d'iode, malheureusement, ne sont pas la réponse à une attaque nucléaire. C'est d'une autre nature. Donc aujourd'hui, moi, les informations que donne le ministre, on les entend, mais bon, c'est pas coup de Vous pastilles êtes informé d'iode. d'ailleurs, en tant que chef de parti sur ces sujets-là? Absolument pas. Vous souhaiteriez l'être, par exemple? Je pense qu'à minima, il pourrait y avoir effectivement des réunions d'information, mais vous savez, c'est la Macronie, le président de la République est seul qui décide de tout, donc aucun lien avec, ni avec le président de la République, pas plus qu'avec le Premier ministre ou les membres du gouvernement d'ailleurs. On sait que les élections sont un moment où on peut craindre des ingérences. On est dans le cadre d'un conflit naturellement par le biais de l'Ukraine contre la Russie, qui est assez allant sur les cyberattaques. Est-ce que, en tant que responsable de parti, vous avez pris des mesures particulières pour vous protéger? On a été, oui, parce que en dehors, c'est-à-dire du conflit et de la guerre en Ukraine, on est toujours, les partis politiques sont toujours la cible d'attaques à certains moments. Plus là pendant cette période? Je pense pas. Objectivement, je le pense pas. On l'a été beaucoup il y a 1 an, 6 mois. J'ai le sentiment qu'on l'est plutôt moins aujourd'hui, mais tout le monde est la cible d'attaque. Vous savez ce que disent souvent les experts dans ce domaine. Les seuls qui ne sont pas les cibles d'attaque, c'est ceux qui ne les connaissent pas, qui ne savent pas. Il n'y a pas de précaution particulière de la part de votre parti pendant cette période électorale? Aujourd'hui, non, pas particulièrement. Pas plus que d'habitude. En tout cas, pendant tout le début de la campagne, Valérie Pécresse s'est posée comme seule capable de battre Emmanuel Macron. Elle n'est plus jamais dans les sondages qualifiés pour le second tour. Le vote utile, ça n'est plus Valérie Pécresse pour les électeurs de droite? Si, je pense que si. Simplement, on verra. Vous savez, le rendez-vous, c'est le soir du premier tour. C'est là qu'on voit les choses. Rappelez-vous, au moment des élections régionales, dans les 13 régions de France, le Front National était surcoté de 5 à 15 points. On était, nous, sous-cotés quasiment d'autant, pas tout à fait, parce que c'était réparti aussi sur les autres partis. Donc le seul rendez-vous qui compte, c'est celui du premier tour. C'est pour ça que nous sommes dans un moment où tout est possible. C'est ce que vous dites aux électeurs potentiels DLR, oui, qui pourraient se dire, il faut voter utile à droite, je peux voter Emmanuel Macron, par exemple? Voter utile à droite, c'est voter Valérie Pécresse. Ouais. Parce que Valérie Pécresse a cette capacité, cette qualité qu'elle a démontrée à la tête de la plus grande collectivité d'Europe, c'est qu'elle sait faire. Le président de la République, il y a un bilan qui est zéro. Il n'y a aucune réforme qui a été portée. Les engagements qu'avait pris Valérie Pécresse il y a 6 ans, dans son mandat régional, puisque c'est celui-là qu'elle a exercé jusque maintenant, ont tous été tenus. Macron, aucun n'a été tenu. Mais qu'est-ce qu'il raconte quand même, ces sondages, Christian Jacob? Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a une dynamique en ce moment en faveur de la campagne de Valérie Pécresse. Vous sentez vraiment une dynamique sur le terrain, sincèrement? Il y a une photo. Les sondages, vous savez, c'est une photographie à un moment donné. De la même façon qu'on l'avait pour les régionales, il y avait une photographie. Il se trompe. Non, les sondages ne sont pas faux. Simplement, la photo, elle est au moment donné. Et ce qui compte, c'est le rendez-vous. Vous savez, c'est comme une course, comme un marathon. Vous avez des gens qui tombent au 20e, d'autres au 30e, d'autres au 35e. Ce qui compte, c'est d'être à l'arrivée. Et aujourd'hui, l'arrivée, elle n'est pas jouée. Et c'est en ce moment que ça se joue. Valérie a l'avantage de la crédibilité, de l'expérience, de la compétence, de la ténacité aussi. Parce qu'elle en prend quand même tous les jours. Elle est la cible d'à peu près. Je pense un peu plus. Objectivement, je pense un peu plus. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle est la cible à la fois des extrêmes et du pouvoir macronien. Puisque le seul risque pour Emmanuel Macron, c'est un deuxième tour avec Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, depuis le début, la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de faire monter les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Il a mobilisé toute son énergie là-dessus, en ne faisant pas campagne, en cherchant à faire l'impasse, en refusant de rendre des comptes. Quand on dit souvent, vous savez, une élection, ça se gagne non pas sur un bilan, sur un projet. Mais une réélection,
J'ai été maire. Quand vous êtes maire, vous représentez à votre élection, il faut rendre des comptes sur ce qui a été fait. Or là, c'est la gestion, je ne vais pas dire la plus catastrophique, mais pas loin de ces dernières années, des dépenses publiques qui explosent beaucoup plus vite que sous François Hollande, qui était quand même pas une référence en matière de gestion de deniers publics. Avec une petite crise quand même, le Covid. Non, avant la crise Covid, la moyenne des dépenses publiques sous François Hollande, c'était 1,4% par an. Avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'est 2,6 avant la crise Covid. Donc on explose les dépenses publiques. Quand on explose les dépenses publiques, on crée du déficit, on crée de la dette, et la dette, c'est de l'impôt. Premier gouvernement depuis 40 ans qui est incapable de faire une réforme des retraites. Là aussi, même Hollande avait réussi à faire une réforme des retraites. Il la promet pour la prochaine fois. Oui, mais enfin, attendez, dire je n'ai absolument rien fait, j'étais dans l'incapacité et parfois dans l'incompétence à mener une réforme, mais vous allez voir, on rase gratis dans un mois. Vous n'y croyez pas? C'est ce fiche du monde. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait de son quinquennat? Il y a eu 3 ans avant le Covid. Tous les gouvernements réformaient les retraites. Lui, non seulement il ne réforme pas les retraites, mais il baisse les pensions des retraités. Parce que l'augmentation de la CSG, c'est bien une baisse des pensions pour les retraités. Qu'est-ce qu'elle doit encore démontrer, Valérie Pécresse? Est-ce qu'elle a encore quelque chose à démontrer d'ici au vote du premier tour, le 10 avril? Continuer sur la ligne qui est la sienne, celle de la ténacité. C'est aussi qui consiste à développer, à présenter son programme. Mais pour incarner jour après quoi? jour. Pour incarner quoi? Pour incarner un vrai changement, c'est-à-dire la nécessité de réformer notre pays en matière de sécurité. Là aussi, échec de Macron. Les chiffres de l'insécurité explosent. 30% de plus des violences sur personne, pour prendre que ce chiffre en matière d'insécurité. L'incapacité qu'il a eu à l'incarner. La réduction des dépenses publiques. Vous voyez, il y a 6 ans, lorsque Valérie Pécresse prend la présidence de la région Île-de-France, elle annonce moins 10% de baisse des dépenses de fonctionnement. 6 ans après, il y a moins 10% des dépenses de fonctionnement et elle réinvestit. C'est-à-dire qu'elle engage cet argent dans l'investissement. Macron, il a pris tous les engagements, rien n'est au rendez-vous, rien. Le bilan, il est 0. Il est 0, mais il est à 30 dans les sondages. Oui, mais le bilan est 0. Bon. Et donc c'est pour ça. Donc ça veut dire que les Français qui lui font encore confiance aujourd'hui se trompent? Parce qu'ils sont dans ce moment qui est celui d'abord de la guerre. On vit, vous le voyez sur vos images, au rythme de cette guerre qui génère énormément d'inquiétudes. Et donc, dans cette période de stress et d'inquiétude profonde, eh bien, on se raccroche à celui qui est aujourd'hui chef de l'État. Mais au moment du vote, moi, je reste à la fois confiant et déterminé sur ce premier tour. Vous pensez, Christian Jacob, que la légitimité du prochain président peut se poser s'il n'y a pas de campagne? J'utilise à dessein le mot légitimité, puisque c'est un mot qui a été utilisé il y a quelques jours par Gérard Larcher et qui a beaucoup fait parler de la part du président du Sénat. Il a raison. Il a raison. Il a raison. On ne peut pas faire l'impasse. On a fait l'impasse, disons-le, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, avec le deuxième tour, avec le Front National, il y a eu l'impasse sur ce débat démocratique. On ne peut pas, pendant 10 ans, faire l'impasse d'un débat démocratique. Et donc, il y a la nécessité, aujourd'hui, d'avoir cet échange. Et ce débat, ça n'est pas le simulacre de rencontre avec les Français. Là aussi, vous avez le président de la République, qui d'abord, maintenant, vous avez noté, parle de lui à la 3e personne. Le président pense que, le candidat dit que, enfin, ça devient hallucinant. La rencontre avec les Français, c'est 200 personnes filtrées, choisies à Poissy, où l'Élysée va même jusqu'à rédiger les questions qui lui sont posées. Légitimité. Ça veut dire que s'il est élu le 24 avril prochain, vous considérez-vous en tant que chef de parti qu'il n'est pas légitime pour conduire aux affaires du pays? Ça veut dire, quand on parle de légitimité, ça veut dire que le débat qui n'a pas lieu, là où il n'y a pas de débat démocratique, eh bien, il y a des risques dans la rue. Parce que les Français ont besoin d'avoir un choix clair, c'est-à-dire sur les réformes qui sont nécessaires, comment elles seront faites. Il ne suffit pas de le dire, c'est-à-dire ça n'est pas du Macron dans le texte où on annonce tout ce qu'on a été incapable de faire pendant 5 ans, mais on va tout faire en un mois. Christian Jacob, il paraît que dans votre parti, certains pensent déjà à l'après-défaite et la bataille des législatives. Eh ben moi, je pense à l'après-victoire. Vraiment ? Écoutez, rien n'est joué aujourd'hui. Rien n'est joué aujourd'hui. Si, vous savez, il y a la nécessité, et c'est notre rôle, de mobiliser notre électorat en rappelant qu'effectivement, rien n'est joué, que Valérie Pécresse a cette capacité de faire, et donc c'est la mobilisation à 200 ou à 300%. Une question quand même sur les législatives. Est-ce que c'est un problème pour vous que le vote intervienne 63 jours après la présidentielle contre 49 en 2017 ?
Il paraît que c'est un problème pour le chef de l'État, qu'il pourrait y avoir une dissolution. C'est des choses qu'on a entendues. Est-ce que ce serait un sujet pour vous? D'abord, c'est son choix à lui. C'est lui qui a décidé de cette date. C'est pas nous qui l'avons décidé. Alors, une fois de plus, s'il annonce quelque chose, il va vouloir faire le contraire. On a tellement l'habitude avec Macron. Vous savez, le jour où il aura la cohérence ou une ligne qui tiendra, vous me réinviterez pour qu'on en reparle. Je vous réinviterai pour dire si vous allez partir aussi. Pareil, vous allez partir cet été du parti des LR? Ah oui, ça c'est pas un scoop. J'avais toujours annoncé que ma mission se terminait après les élections législatives. Mais d'ici là, il y aura les législatives à conduire. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast quand vous le souhaitez sur France.tv.